merci d'être venu nous écouter parler de Istio et Kiali. Le thème, c'est du service mesh au microservice au service mesh. Il manquait juste blockchain et on avait tous les buzzwords. Voilà. Donc, pour commencer, Joël. Oui. Alors, qui es-tu ? Donc, je suis Joël Tagvorian. Je travaille chez Red Hat depuis 2 ans. Je suis développeur et je travaille notamment sur Kiali, un produit qui utilise Istio et qui se base sur Istio et qu'on utilisera au cours de cette démo. Moi, je suis Nicolas Muller, je suis chez Triptyque depuis bientôt 5 ans, ancien associé, directeur technique et également ancien de Nouvelle Marque. C'est bien connu ici. Alors, on va vous parler d'Istio. Donc, il y a un projet open source porté par Google, IBM. Voilà, et Lyft, qui est la société qui développe le proxy Envoy, dont peut-être vous avez entendu parler déjà sur d'autres conférences. Je crois que c'est la 3e fois que j'entends ce nom aujourd'hui. Voilà, et d'autres développeurs aussi, puisque c'est un logiciel gratuit et open source. Alors, qu'est-ce que Istio ? Là, vous avez la photo globale. En fait, c'est très ludique, ce sketch. Alors, qu'est-ce que Istio ? La petite phrase au milieu, je vais vous le dire en français, c'est plus simple. C'est une phrase un petit peu longue à la Proust. C'est une plateforme dédiée au routage, à la sécurité et à la traçabilité des communications. Retenez bien les communications, des applications microservices déployées dans des microservices, dans un cluster, déployées de façon dynamique dans un cluster. On parle de communication, on parle de traçabilité, on parle de dynamisme. On est dans le monde des microservices, tout est dynamique, c'est ça. Tout devient là la difficulté. Alors comment est-ce que en fait on va assurer en fait plein de choses. En fait, on va amener de la valeur. En fait, on va essayer de factoriser tout un tas de bonnes pratiques. Alors, est-ce que ces pratiques, c'est en fait finalement des nouvelles pratiques, Joël ? Donc, ce ne sont pas des nouvelles pratiques, justement. Ce sont les pratiques qui sont devenues courantes quand on déploie des microservices. On a pu voir qu'il y a certains patterns qui émergent, notamment dans l'utilisation de reverse proxy, tout ce qui est dans le load balancing, les circuits breakers et d'autres choses, notamment dans la sécurisation, qui vont être utilisés, qui vont être sortis du silo du développement vers Istio, du coup, et qui sont autant de choses en moins à développer dans l'application et desquelles on va s'occuper plutôt au moment du déploiement. D'accord. Tu veux dire qu'en fait, on essaye de sortir du code métier, du code logique, tout ce qui est finalement plomberie, pour finalement le déporter dans une plateforme. Voilà. En résumé, c'est un peu ça. D'accord. Alors, comment est-ce que Istio a implémenté ? Qu'est-ce qui est disruptif dans Istio, dans cet outil ? Est-ce que tu peux nous parler de ce pattern ? Donc ici, nous voyons en bas 3 services pilote, mixer, citadel, qui sont des services déployés lorsqu'on déploie Istio, qui seront dans l'exemple de Kubernetes, qui seront déployés dans un namespace en général nommé Istio System. Et à côté de ça, on a aussi les proxys, Envoy proxy. Donc, on parle de sidecar proxy parce que dans l'environnement Kubernetes, dans l'écosystème, on parle de sidecar container, c'est-à-dire ça va être des containers qui vont être déployés de pair avec les pods, avec certains pods des applications, et ça offre une garantie, notamment que ce soit exécuté sur la même machine, sur le même nœud. Donc c'est pour ça qu'on parle de sidecar proxy. Ils viennent avec les pods. Donc à chaque fois qu'on va déployer une application, un microservice dans le mesh, on va avoir ce proxy Envoy qui va accompagner les pods. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que du coup, lorsque un service A va vouloir envoyer une requête vers un service B, ça va être intercepté d'abord par son proxy Envoy au sein de son propre pod. Ensuite, ça sera acheminé vers le service B, et là encore intercepté en entrée par un proxy Envoy. Et ce proxy Envoy va être capable d'effectuer un certain nombre de règles de routage dont on vous parlera plus tard. Ça peut aussi bien en fait changer le protocole de communication, par configuration, que rajouter du TLS là où il n'y en avait pas. En fait, ça rajoute plein de services.
Oui. Alors, les grands concepts liés à Istio donc, sont les sidecar injection, les gateways, les virtual services et les destination rules. C'est ce qu'on va voir. Le sidecar injection, c'est donc l'ajout de ce proxy. En fait, il est fait de deux manières. Nous, on va montrer dans la démo de façon manuelle, en utilisant un outil qui s'appelle Istio-CTL, qui complète kubectl de Kubernetes, mais on pourrait le faire également de manière dynamique. Voilà, il y a aussi un système d'injection automatique via des labels Kubernetes. Donc, lorsqu'on associe certains labels particuliers à nos pods, automatiquement, il va y avoir un hook qui va être déclenché et Istio va être capable d'injecter un sidecar relatif à ce déploiement ou à ce pod. Alors, les grands objets, en fait, c'est ça qui est important, Istio se déploie à la fois dans Kubernetes, mais aussi à l'extérieur avec des VM et du consul. Nous, on l'a toujours utilisé dans Kubernetes. Les objets, en fait, sont des objets Kubernetes, des CRD. Et donc là, on a une gateway, par exemple. La gateway, c'est le point d'entrée entre l'extérieur, le HTTP/HTTPS, avec le service mesh. Donc, c'est le point de communication. Il y a également, en fait, ce qu'il faut juste bien préciser, c'est que les services mesh, en fait, ça s'occupe du trafic est-ouest, à la différence des API gateway, type Axway ou d'autres, qui sont nord-sud. Là, on s'intéresse à la communication dans la grappe de services. Alors, parlons des services. C'est quoi cette notion de virtual service? Les virtual services, alors ça, c'est peut-être le concept le plus central d'Istio, enfin un des plus importants, objet d'Istio qu'on va déployer dans un cluster Kubernetes. Donc il s'agit de l'objet qui va contenir les différentes règles de routage pour le traffic management qu'on veut associer à un bot particulier, à un service particulier. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer les services Kubernetes. Donc dans Kubernetes, il y a déjà une notion de service, mais ça vient en plus du service de Kubernetes et ça va interagir après le service Kubernetes. Donc dans le flow des événements, d'abord une requête va utiliser le service Kubernetes et ensuite sera traitée par le virtual service. Et pour compléter les virtual services, il y a la notion de destination rule, qui est une sorte de factorisation des propriétés. Je vais vous faire un résumé, où on peut donc définir des polices, des comportements, policy rules, qui s'appliquent, mais uniquement quand le trafic est fait. Voilà. On va vous montrer ensuite des cas réels avec une petite démo. Alors, juste pour parler de la démo, est-ce que succinctement, tu peux m'expliquer ce que c'est le concept d'observabilité? Oui, l'observabilité. Alors, c'est encore un peu un buzzword, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus en ce moment, et c'est apparu avec les microservices. Enfin, c'est pas forcément apparu avec les microservices, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de ce terme-là. Ça ressemble un peu au monitoring, mais ce qui va différer, c'est déjà, contrairement au monitoring, c'est pas une action de monitorer ou d'aller chercher des métriques ou quoi. C'est plutôt le fait de rendre un système observable. Oui, la qualité d'un système. C'est ça. C'est une notion de qualité d'observabilité d'un système. Dans les microservices, on peut avoir de nombreux services. Chacun va être multiplié par une instance, étant donné il faut que ce soit scalable. Chaque instance, tous les containers sont potentiellement éphémères, parce que ça, c'est un peu le pattern qui émerge avec les microservices, c'est qu'on a l'habitude finalement de killer, de restarter rapidement des containers. Et donc, pour monitorer, toute cette multiplicité des sources peut devenir un casse-tête. Alors, c'est là où intervient la notion d'essayer de rendre le plus observable possible un système, quelle que soit l'échelle. Et je trouve qu'il y a eu un game changer un peu dans le monde du monitoring récemment, c'est Prometheus. Parce que c'est un système, un time series database, donc comme d'autres que vous connaissez peut-être comme InfluxDB par exemple. Prometheus, contrairement à Influx, a un système en pool, c'est-à-dire que les données ne seront pas, c'est pas votre application qui va envoyer les métriques vers le service de time series, mais elle va exposer toutes ces métriques sur un endpoint, et Prometheus ensuite va aller chercher ces métriques. Alors, comment Prometheus sait où trouver ces métriques? Alors, il y a justement pour Kubernetes notamment, il y a un service discovery qui permet de faire en sorte que Prometheus est capable de découvrir toutes les métriques de toutes les pods, s'il est configuré pour ça, au sein d'un cluster Kubernetes. Et ça, pour le scaling, c'est génial. L'autre chose qui va aider à bien scaler, c'est l'utilisation de labels, c'est-à-dire c'est la dimensionnalité des time series, c'est-à-dire que
une time series va être associée par exemple à un pod dans Kubernetes, et chaque pod aura donc sa propre time series via un label définissant le pod. Et Prometheus, lorsqu'on va ensuite requêter des métriques, on va être capable d'agréger toutes ces, de faire des agrégations, soit par exemple, soit pour avoir une métrique agrégée sur l'ensemble des pods dans un déploiement, ou voire dans un namespace, ou voire sur le cluster en entier. Donc cette notion d'agrégation est aussi essentielle pour la scalabilité. Alors, tout ça pour venir... Ah oui, excuse-moi, je t'ai... Non, oui, ben la dernière phrase, c'était juste pour dire que Istio, évidemment, si on vous parle de Prometheus, c'est que Istio expose des métriques Prometheus, et ça va vous éviter de devoir le faire vous-même pour exposer des métriques du service mesh. Et Joël, en fait, travaille donc sur Kali, qui, sans teaser, est depuis peu le remplaçant dans Istio. Oui, pour la Istio 1.1 qui va très bientôt sortir, Kali remplace le service graph, l'ancien service graph d'Istio. Donc c'est un logiciel, c'est une console en fait voilà, on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Kali. On peut voir le graphe des services avec les communications, des taux d'erreur. Il y a la santé de chacun des pods, pas des pods mais des déploiements. La validation également des configurations d'Istio, donc plein de choses qui sont intéressantes à voir. Alors, au niveau de la démo, on aurait pu faire la démo donc alors ce qu'on se disait avec Joël, c'est qu'on n'est pas des ardents défenseurs d'Istio bêtes et méchants. On l'utilise. Hier soir, on a discuté avec la société Linkso, il y a peut-être Hugues Pilabia qui est là, voilà devant, qui eux l'utilisent en fait. Donc c'est intéressant de commencer de voir avec les gens qui utilisent en prod. Donc pour savoir, par exemple, sur mon Mac, il me faut 8 gigas minimum pour démarrer Minikube avec Istio. Donc ça fait aussi réfléchir, il faut arrêter de bâcher Java sur la console mémoire. Voilà. Donc, quel que soit le cloud, ça demande des ressources. C'est des produits qui sont jeunes, effectivement, qui évoluent vite. On peut espérer faire mieux plus tard. Alors, la démo qu'on va déployer, que Joël a très très bien réalisée, c'est... alors, je te laisse la présenter. Oui, alors, donc l'idée, ça va être du coup de vous montrer Istio par le biais de certains éléments dans cette démo. Donc le jeu, c'est en quelque sorte un jeu qui est non interactif. C'est un match de foot qui va se dérouler où chaque élément est un microservice. Donc on va avoir l'interface graphique qui est un microservice. Le stade, chaque joueur va être un microservice qui peut être scalé en plusieurs réplicas. Et le ballon. Alors au début, on va avoir un ballon, et puis on va voir aussi que si on introduit un deuxième ballon, il va falloir se poser des questions justement sur le routing des requêtes pour que les joueurs tapent dans le bon ballon. Et c'est là où Istio va nous aider. Alors, le temps qu'on s'amorce à le lancer, juste pour vous montrer en bas, les lignes de commande qui sont un petit peu ésotériques, c'est la conjonction à la fois de l'outil kubectl qui permet de déployer des fichiers Kubernetes et istioctl qui est en ligne de commande, qui en fait, dans notre cas, c'est un préprocesseur qui prend vos fichiers Kubernetes, leur ajoute les confs des proxy envoy avant de les déployer. Donc vous n'avez absolument pas besoin de vous modifier vos applications pour les utiliser avec Istio. Ça, il faut bien comprendre. Vous ne faites pas du développement pour Istio. Très important. Le tout est développé avec Vertex. Donc c'est un framework événementiel Java. Voilà. Donc, on va peut-être commencer la démo. Alors, la première démo consiste à déployer les différents microservices. Donc, allez, je bascule là-dessus. On peut expliquer peut-être quand même la commande qu'on applique ici. Vous voyez kubectl apply, ça c'est la commande absolument classique quand on veut appliquer une action dans Kubernetes. Ensuite, on a istioctl kubeinject. Donc là, c'est à ce moment-là où Istio va intervenir et va insérer son sidecar proxy dans le YAML du déploiement, qui est un déploiement tout à fait classique et qui pourrait fonctionner tel quel sans Istio. De cette façon, il va l'insérer dans le déploiement. Alors, je me log. Voilà. On a commencé à déployer un premier service. Admin. Alors, je suis très malin parce que j'utilise du kubeproxy pour éviter que des petits malins dans la salle me pourrissent la démo. J'en connais quelques-uns ici qui en sont capables. Donc, voilà.
On n'est pas là j'ai inséré 2 services. Voilà. Alors, donc, Joël déploie les services et tout est ouais. mis. Donc j'ai mis le stade donc, qui est apparu comme ça sur l'écran. Du coup, c'est du WebSocket, donc il apparaît directement. On peut voir en haut à gauche de l'écran qu'il y a un petit ballon dans le coin. Si on appuie sur Start Game, il va se mettre au centre du jeu. Et côté Kiali, donc dans le service graph, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà, on voit les 3 microservices plus la gateway. Et on voit qu'il commence déjà à y avoir des interactions. Les interactions, c'est le stade qui dit, en gros, en quelque sorte, à lui, affiche-moi, et même chose pour la balle. Donc là, oui, tu as activé les animations qui permettent de un peu mieux voir les requêtes qui se produisent. Alors, première partie, donc on va introduire un second ballon. Alors, non, déjà, je crois que tu as raté les joueurs. On fait rentrer les joueurs, excusez-moi. La première chose, c'est de faire rentrer les joueurs. On va faire rentrer 2 équipes. Le joueur local, le joueur visiteur. Visito. Allez, c'est parti. Tu mets le... Voilà. Hop. Et on va voir nos petits joueurs rentrer et les graphes se mettre à jour. On n'a pas le temps de tout présenter sur Kiali, mais là, on est focalisé sur les graphes aujourd'hui. Voilà. Donc chaque joueur, le ballon, le stade, tout est microservice en fait. Voilà, donc on a nos petits joueurs, c'est des petites intelligences artificielles comme ça qui vont commencer à venir taper dans le ballon. Et on voit que côté graph, ça s'anime. Ce sont les microservices du coup qui communiquent entre eux. On peut avoir une vue après à partir d'un service. Disons que dans Kiali, évidemment, vous vous imaginez, si on commence à avoir des tonnes et des tonnes de services affichés, ça va devenir vite illisible. Donc en double-cliquant sur un service, on voit le sous-graphe qui correspond à ce service. Bon, alors là, c'est un match classique. Ce qu'on va faire, donc, c'est introduire un second ballon. Donc, c'est une seconde version du microservice ballon qui est d'une autre couleur. Et on va rentrer un ballon rose cette fois-ci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez déjà prévoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir deux pods qui vont... Je vais le mettre, comme ça on le voit en même temps. On va avoir 2 pods qui vont être présents. Et les joueurs, du coup, lorsqu'ils vont vouloir, par exemple, récupérer la position du ballon via une requête REST, à quel ballon ils vont essayer d'attraper? Et bien, voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils hésitent entre les 2 ballons. On voit qu'ils bougent comme ça. Et ça, c'est quoi en fait? Peut-être qu'on peut le voir dans le slide d'après. Le ballon a été mis au centre. Ouais. Si tu peux passer le slide, parce qu'on montre, voilà, c'est ça. Là, ce qui se passe, c'est que la requête, elle arrive au niveau du service Kubernetes et elle est load balancée entre les pods. Donc là, j'ai mis 4 pods, mais en l'occurrence, là, on en a 2. On a les 2 ballons différents et un coup, c'est du round robin. Donc un coup, ça va taper sur un pod et puis le coup d'après, l'autre pod. Alors du coup, les joueurs, ils vont hésiter entre les 2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désormais pondérer les ballons. On va désormais utiliser Istio, parce que jusqu'à présent on utilisait finalement Istio, mais on n'utilisait pas une notion de virtual rule, destination rule. Et des objets, il y en a plein. Service entry, il y en a. Vous avez de quoi lire. L'idée, c'est de dire de pondérer les requêtes. Imaginez que vous ayez 2 data centers, un à solliciter plus que l'autre, pour des raisons parce qu'ils ne sont pas dimensionnés de la même manière, ou un que vous voulez économiser parce qu'il est sollicité. Vous pouvez désormais router, en fait, donner plus de poids à certains microservices, mais au sein même de la grappe. Allez, je les mets. Hop. Donc là, j'ai mis un destination rule et un virtual service. Je ne sais pas si on l'a montré, le virtual service. Attends, alors, on va revenir vite fait. Ouais, voilà. Je te laisse expliquer. Donc, dans le destination rule, l'objet destination rule que vous voyez à votre gauche, à la gauche de l'écran, ça va servir à définir des subsets à partir des versions, en fait, à partir de labels qui ont été définis dans Kubernetes. C'est-à-dire que les 2 ballons que j'ai déployés dans Kubernetes, il y en a un, j'ai mis un label V1 et l'autre, j'ai mis un label V2. Et du coup, grâce à cette discrimination, on va être capable de, ensuite, dans le deuxième objet, dans le virtual service, on va être capable de dire, voilà, ma route, je définis une route du coup qui va vers le ballon V1, je lui donne un poids de 75%. Et tout le reste, non, ceux qui s'appliquent au ballon V2, ils auront 25%. Et donc là, on voit qu'ils continuent d'hésiter, c'est-à-dire que si vous regardez bien leur comportement, des fois, ils vont un peu en arrière, voilà. Mais ils jouent quand même majoritairement avec le ballon blanc. Et on voit d'ailleurs qu'au niveau on peut afficher donc les pourcentages de requêtes, on a plusieurs indications, on a plus de poids sur le V1 que sur le V2, clairement. Et ça va se mettre à jour.
Alors, on continue. Donc ça, c'était effectivement. Oui, je vais quand même vite fait parler de ce schéma parce que donc là, on voit la requête qui arrive au niveau du service Kubernetes. Ensuite, alors en réalité, ce qui se passe, c'est que la requête va effectivement atteindre un pod via le load balancing classique de Kubernetes, sauf que dans ce pod, il y a notre Envoy Proxy qui va lui intercepter la requête, voir s'il y a un virtual service configuré. Et là, effectuer les différentes règles de routage et potentiellement du coup rerouter la requête vers un autre pod. L'idée maintenant, c'est de faire entrer des nouveaux joueurs un petit peu plus performants que nos équipes de chèvres. Donc Messi et Mbappé pour nos amis parisiens qui sont descendus. Donc voilà. Alors je t'en prie Joël. Hop. Bon, ils vont être un peu meilleurs que les autres et en théorie, ils devraient rapidement prendre la balle. Voilà, donc je crois que c'est Messi, il est en orange, et Mbappé, il est en bleu clair, si vous voulez suivre. Alors l'idée, en fait, là, c'est de se dire, bon, en fait, on a des bons joueurs, des chèvres. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a 2 ballons. C'est autant faire un match dans le match. Donc, associer à Messi et Mbappé un des 2 ballons et laisser les autres jouer avec l'autre ballon. Sans relivrer. Parce que ce qu'on ferait, nous, classiquement, c'est refaire des développements de microservices, relivrer, refaire des mises en prod, et ta. Ça, c'est tout l'intérêt d'Istio, c'est de dire on va essayer de faire du routage intelligent et d'affecter chaque ballon à un groupe de microservices, de joueurs. Pour ça, donc, on va utiliser la notion de virtual service. Précédemment, les joueurs basiques, donc les chèvres étaient tagués basiques, et on va dire en fait que leur route, c'est uniquement la balle V1. Il faut le lire comme ça, à ce niveau. Source label version basique, et par défaut, tous les autres iront sur V2. Et rien qu'avec ce fichier que tu peux déployer, Joël, oui, on va tout de suite changer le comportement des microservices et leur donner une affinité sur un microservice. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a juste changé une configuration, on n'a rien redéployé, et c'est appliqué quasiment immédiatement. C'est-à-dire que là, on voit déjà que les bons joueurs, ils restent sur le ballon rose, et les mauvais, ils restent sur le blanc. Alors, au niveau de là, est-ce que de la vue, je reviens Messi. Si par exemple, je prends l'exemple du joueur Messi, on va voir les taux qui vont diminuer, aller jusqu'à 0 sur la V1 et être au maximum sur la V2. Donc en fait, c'est là où l'intérêt de Kiali approche, c'est qu'on peut vraiment avoir une visibilité de ce qui se passe au sein des échanges des microservices. Voilà, on voit les pourcentages qui changent petit à petit sur chaque requête. Et on voit que Messi a de moins en moins de pourcentage vers la V1 et de plus en plus vers la V2. En fait, ce pourcentage, c'est pas immédiatement à 0 sur la V1 parce qu'on est en train de regarder ce qui s'est passé dans la dernière minute. Donc le temps qu'on passe la première minute après le déploiement du fichier, forcément. Et si on n'atteint pas les 100%, parce que là on est dans une sous-vue de la vue globale. En fait. Bon, je vais enlever tous ces joueurs. Ouais. Hop. Alors ça c'était l'explication de chacun son ballon. Oui. Voilà, ce qu'on expliquait. Alors, on va introduire un nouveau concept, c'est on va essayer de crever un des 2 ballons. En fait, crever un ballon dans notre monde, c'est qu'un ballon, donc il y a des microservices, va générer des erreurs, va générer de manière aléatoire des erreurs 500. Donc, je te laisse faire l'étape. Donc, on fait rentrer au vestiaire nos Messi et Mbappé. On vire le filtrage pour revenir dans un état où tout le monde voit le même ballon. Et on va introduire une nouvelle notion, ce qu'on appelle le shadowing. Le shadowing, en fait, c'est jouer en mode shadow, en double les requêtes sur un ensemble de pods. Imaginez, vous avez une prod, vous voulez déployer une nouvelle version, mais vous savez c'est une réécriture totale de l'application prod, mais par contre, vos inputs et vos outputs sont les mêmes. Donc en fait, vous pouvez demander à Istio de jouer tous les flux sur un ensemble de pods. Après, vous devez ou pas moquer certains trucs, ou vous devez introduire de nouvelles bases de données, par exemple. Et à la fin de la journée, vous pouvez dire « j'ai joué sur une fausse prod qui est ma prod en shadow, la totalité des requêtes en situation réelle de mes utilisateurs durant une journée. À la fin de la journée, vous faites des dumps de base, vous comparez. Si c'est bon, vous faites juste une commande avec Istio et vous basculez tout le flux sur la nouvelle production. C'est juste assez fantastique. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire sur la totalité des microservices, vous pouvez en cibler certains. Voilà. Est-ce que on a introduit
Avec le ballon, c'est le même principe. Oui. Et alors, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les requêtes shadow qui vont être générées comme ça en duplicat, elles sont quand même réelles. C'est-à-dire que du point de vue du pod qui va les recevoir, il va effectivement les recevoir. Donc évidemment, il ne faut pas qu'il soit connecté à une base de données de prod, par exemple. À ce moment-là, il faut qu'il ait ou la moquer. Ouais, voilà. Donc là, je l'ai fait. On a fait le shadowing. Donc ce qui se passe, c'est que les joueurs, ils commencent en fait, ils vont taper dans le ballon blanc. En fait, tu peux faire start game encore, oui, parce que comme ça, on va remettre les deux ballons au centre et on va voir que là, ils tapent sur les deux ballons. Parce que c'est-à-dire que comme ils sont près du ballon, ils ont quand même réussi à taper dedans, dans celui qui est en shadow. C'est le rose qui est en shadow, je précise. Et du coup, il va quand même bouger sur le terrain. Par contre, ils ne se concentrent que sur le ballon blanc. C'est-à-dire que eux, ce sont ceux qui émettent les requêtes vers l'API REST du ballon. Ils reçoivent la réponse uniquement du ballon blanc. Et on voit que le ballon V2, il est quand même sollicité, malgré tout. Voilà. Alors, autre étape, on va introduire la notion de circuit breaking. Le circuit breaking, en fait, de manière assez simpliste, c'est si votre appelant ne répond pas, vous voulez pouvoir, en gros, passer une sorte de mode dégradé. Vous voulez soit pouvoir appeler quelqu'un d'autre, soit pouvoir essayer de retenter l'appel. Donc, qu'est-ce que nous, on ferait classiquement dans du code? C'est try-catcher les erreurs, essayer de rappeler, c'est dégueulasse. Finalement, tout ça, c'est de la tuyauterie. Donc, soit vous avez la chance d'utiliser des frameworks évolués. Alors, dans le monde Java, on a Vertex, on a Spring Boot qui savent nativement le gérer parce qu'ils ont conçu ça dans leur framework, soit vous le faites d'un point de vue purement code. Et en fait, ça devient vraiment sale parce que c'est de la tuyauterie, c'est pas du code métier qui interagit avec votre code. Donc l'idée, c'est de virer tout ça et même de le carrément déporter dans Istio. Et pour ça, il y a plusieurs modes plusieurs règles pour le circuit breaking, dont une qui est l'outlier detection qui est codé dans les proxy envoy. Par exemple, là, on voit ce qu'on dit en fait dans cette règle, c'est que le nombre au bout de n erreurs consécutives, donc là on a mis à une pour aller vite, le pod va être éjecté, le pod fautif va être éjecté du pool de load balancing d'envoy, ce qui veut dire donc finalement qu'il sera plus disponible, les requêtes n'iront plus vers lui. Pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'ensuite, au bout d'un moment, il va être réinséré dans le pool pour vérifier quand même, parce que ça peut être des histoires de charge aussi, peut-être que les erreurs ne sont que temporaires, donc il va être réinjecté dans le pool, etc. Donc ça peut, ad vitam aeternam, continuer comme ça. Et ensuite, avec le dernier paramètre qu'on voit ici, max ejection %, ça permet de dire, par exemple, qu'on veut toujours au moins un pod, au moins un certain pourcentage de pod dans notre pool de load balancing, on ne veut pas non plus tout virer, quoi. Le temps que je te laisse les déployer, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres modes de circuit breaking. Par exemple, pourrait être le nombre de hits sur un microservice. Si vous atteignez une certaine limite, vous pouvez dire désormais j'en appelle un autre, qui est peut-être un mode draft and dirty, où vous stockeriez des commandes, mais quasiment en post-traitement manuel. Mais vous savez au moins que votre infra, elle est toujours capable d'accepter quelque chose. Et vous vous donnez directement des limites, en fait. Ça, on peut plein de cas d'usage. Juste... avant de le déployer, ce load balancing, je montrais dans Kiali, on voit que les deux ballons sont toujours appelés à ex-aequo, 27%, 27%. Le ballon V2, du coup, provoque des erreurs. Et maintenant, si je déploie, ce qu'on va voir assez rapidement, du coup, c'est que les joueurs vont arrêter d'hésiter et donc de faire du 27-27 sur les deux pods. Ils vont se concentrer sur le blanc. Donc pourquoi? Parce que le rose, étant donné qu'il provoquait trop d'erreurs, il a été éjecté du pool de load balancing. Alors, on a quelques minutes, même pas une minute ou deux pour répondre aux questions, le temps que tu fasses rentrer allez, je vais faire un petit classique Donc la démo est disponible. Voilà. Donc si des gens ont des questions, je veux bien prêter un micro. Pas de questions? Ah, non. On est juste dans les temps, 30 minutes, parfait. Merci. Eric, attendez. Il y a une.
En fait, tu te demandes comment le brancher sur un pod autoscaler. Mais en fait, je pense que c'est le principe du pod autoscaler de faire ça. C'est pas son job, je dirais. On est sur... Non, c'est pas son job. Mais c'est pas son job, mais rien n'empêche d'avoir les deux en même temps. Enfin, je pense pas qu'il y ait les deux ne sont absolument pas antinomiques, hein. Absolument pas. Mais c'est pas son job. Voilà. Je vous remercie.